Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis Jessica Hodge et j'animerai la séance d'aujourd'hui, le 9e webinaire de la série Soins et soutien communautaire liés à la démence, des innovations pour un soutien de proximité aux personnes vivant avec la démence et aux partenaires de soins de ESC. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Nous sommes heureux d'ouvrir l'interprétation simultanée en français pour le webinaire d'aujourd'hui. Si vous souhaitez entendre la communication d'aujourd'hui en français, vous pouvez choisir le français à partir du menu d'interprétation au bas de l'écran. Nous vous invitons également à saisir vos questions et observations en tout temps dans la boîte de dialogue en anglais ou en français. Nous prévoyons une période de questions et de réponses à la fin du webinaire. Or, nous vous invitons à réagir aux interventions dans la boîte de dialogue chemin faisant. Sachez que nous allons aussi résumer les observations de la boîte de clavardage après le webinaire et que ces observations seront traduites et envoyées aux participants après. Il y aura aussi des liens vers les enregistrements du webinaire d'aujourd'hui. Les participants d'aujourd'hui comprennent des représentants de partout au Canada. Nous sommes accompagnés de représentants des autorités sanitaires régionales, d'universités, de sociétés Alzheimer, de centres de recherche, de Dementia Advocacy Canada, du ministère de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, des instituts de recherche en santé du Canada, de Santé Canada, de l'Agence de santé publique du Canada, d'organismes de soutien communautaire, d'organismes de soins aux personnes atteintes de démence, à des maisons de retraite, soins de longue durée, Center for Aging and Brain Health Innovation, AgeWell et le réseau canadien sur la fragilité, ainsi que l'Association médicale canadienne et le Collège royal des médecins de famille et des ministères de la Santé du Canada. Avant d'aller plus loin, j'aimerais reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début de temps. En particulier, je reconnais que j'anime ce webinaire depuis Perth, en Ontario, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Huron-Wendat et Haudenosaunee. Je vous encourage à partager le territoire d'où vous venez dans la boîte de clavardage. Notre équipe ESC qui a participé à la production de ce webinaire comprend Neil Driver, Nicole Pollack, Émilie Lalonde et moi-même, Jessica Hodge. Mes collègues Sheena et Kelly sont dans les coulisses et produisent le webinaire. Nos conférenciers invités aujourd'hui sont Shamita Rashid, Jonathan Davis et Paul Young. Je vais leur céder la parole afin qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. Shazmida, à vous pour vous présenter. Je vous invite à enlever votre sourdine et à allumer votre caméra. Merci, Jessica. Je souhaite vous remercier, ainsi qu'Excellence en Santé Canada, de nous avoir invités et de nous réunir aujourd'hui. Je suis Shushim Rashid. Je suis gestionnaire principal de la mobilisation des connaissances au Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement. Merci. Jonathan, à vous. Bonjour. Merci de m'inviter. Je suis Jonathan Davis. Je suis fondateur et président directeur général de TrueAlta. Et nous sommes envoyés de vous parler de nos innovations et de notre plateforme. Merci, Jonathan. Et Paul, à vous. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Paul Young, administrateur des hôpitaux communautaires de l'Ouest Health PEI. Je suis également administrateur d'un hôpital local et responsable du programme d'hôpital virtuel que j'aurai l'honneur de vous présenter un peu plus tard aujourd'hui. Merci, Paul. Nous sommes également accompagnés de nos animatrices, Mimi Lowy Young et Mary Beth Whiten, qui présenteront leur expertise et qui répondront aux observations dans la boîte de clavardage. Mary Beth, je vous cède la parole pour vous présenter. Merci. Je suis Mary Beth Whiten. J'ai reçu un diagnostic de démence du lobe temporal il y a quelques années et je suis membre du plan de stratégie du ministère de la Santé. Je co-préside Dementia Advocacy Canada et je participe à toutes sortes de projets et je me réjouis d'écouter le webinaire d'aujourd'hui et d'y participer activement. Mimi, à vous. Bonjour. Très heureuse d'être des vôtres. Je suis Mimi Lowy-Young. Je suis l'ancienne présidente de la Société Alzheimer du Canada. Je suis actuellement présidente du conseil d'administration de AgeWell, un réseau de centres d'excellence pour les technologies sur le vieillissement. Et je suis également fellow à l'ICES à l'Université de Toronto.
et je suis très heureuse de continuer de participer à ces séances. Merci Mimi. J'aimerais brièvement présenter les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous cherchons à présenter la série de webinaires Soins et soutien communautaire liés à la démence de ESC, présenter brièvement le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et du vieillissement, diffuser 2 solutions innovantes financées par Tralta et Santé Île du Prince-Édouard et animer une discussion sur la diffusion potentielle de ces innovations. Alors, quelques mots sur Excellence en Santé Canada. Nous travaillons avec divers partenaires pour façonner l'avenir de la qualité et de la sécurité et établir un meilleur système de santé. Ensemble, et d'ailleurs lancé en 2021 à partir de la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, Excellence en Santé Canada dispose d'une plus grande capacité pour aider ses partenaires à transformer des innovations éprouvées en une amélioration généralisée et durable de la sécurité des patients dans toutes les dimensions de l'excellence en santé. Nous croyons au pouvoir des gens et des données probantes et nous savons qu'en les reliant, nous pourrons obtenir les meilleurs soins de santé au monde. ESC est un organisme de bienfaisance indépendant, but non lucratif, financé principalement par Santé Canada. Notre série de discussions sur la démence permettra d'élargir la sensibilisation et de discuter des innovations qui visent à améliorer le diagnostic en temps voulu de la démence dans le cadre des soins primaires, un soutien post-diagnostic, notamment la coordination et la navigation. Pour obtenir plus d'informations sur les sujets et les dates de webinaire, vous pouvez visiter notre page web sur le site d'ESC. Si vous êtes au courant d'une innovation qu'on pourrait diffuser au Canada qui améliore, entre autres, le diagnostic opportun et compatissant de la démence ou des soins de coordination et de navigation post-diagnostic qui fonctionneraient dans le contexte de la COVID-19, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour aujourd'hui et tout au long de cette série, on aimerait savoir quelles sont les innovations prometteuses qui pourraient être diffusées au Canada dans le contexte de la COVID-19. Quelles sont les innovations prometteuses de votre organisme ou de votre communauté qui pourraient être diffusées? Et où ESC peut-elle ajouter de la valeur pour une approche multi-instance à la diffusion de ces innovations? Et enfin, quelles sont les possibilités de partenariat pour diffuser ces innovations afin d'améliorer les soins et le soutien communautaire liés à la démence? Je vais à présent céder la parole à Mary Beth et Mimi afin qu'elles nous adressent leurs réflexions. J'ai une question à adresser à Mary Beth. Quel type de formation les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins pourraient-elles rechercher immédiatement après le diagnostic? Merci Jessica pour la question. En fait, c'est une question qui n'est pas suffisamment demandée. Lorsque j'ai reçu mon diagnostic, il y a environ 8 ans, on m'a donné un modèle et on m'a dit que la Société de l'Alzheimer serait en communication avec moi dans 2 semaines. Alors, vous imaginez bien comment je me suis sentie. Il y a énormément de stigmatisation quand on parle à la fois de démence et de formation. On se dit, c'est contradictoire. Il faut absolument traiter ces questions stigmatisantes pour aider les gens à accepter la démence. Il faut donner une aide en temps voulu et adaptée aux besoins individuels. Il y a énormément de possibilités de formation, en fait. Entre autres, les ergothérapeutes peuvent évaluer la démence, quel impact cela a sur leur vie quotidienne, et leur donner des conseils très pratiques afin qu'elles puissent vivre mieux où qu'elles vivent. Un orthophoniste est également important car c'est un grand problème pour beaucoup de personnes atteintes de démence, surtout certains types de démence qui affectent la parole. Ainsi, les orthophonistes peuvent aider à former les personnes atteintes de démence. Les travailleurs sociaux communautaires jouent un rôle très important également dans le soutien, car ils font partie d'une équipe qui peut évaluer les handicaps, identifier et organiser des soins et du soutien, et on l'espère aussi des possibilités de formation.
La formation peut également être utile si quelqu'un souhaite, par exemple, maintenir son permis de conduire. On sait qu'une partie des craintes d'être atteint de démence, c'est qu'on nous enlève notre permis de conduire, ce qui m'est arrivé de suite. Mais si on pouvait renverser les choses et dire, bon, vous êtes atteint de démence, mais on va vous aider à continuer d'être un bon conducteur. Ça permettrait de limiter la stigmatisation, surtout par rapport à la formation. Et ça augmentera le potentiel de vivre avec un diagnostic beaucoup mieux. Il faut expliquer aux gens comment défendre leurs intérêts. Ça ne vient pas forcément naturellement, vous savez. Alors, c'est important de former les personnes atteintes de démence à cet égard. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic et j'ai eu l'impression de me rencontrer il y a 8 ans. Cette personne n'a jamais parlé de formation et d'aide. Elle était vraiment désemparée. Les choses pourraient changer si on lui offrait des possibilités de formation. Et les dernières observations que je ferai, c'est que j'aimerais rappeler aux gens qu'on peut le faire, qu'il existe des stratégies, un numéro 1-800 par exemple, qui puisse offrir des possibilités de formation et également, ces choses sont notre droit. La Convention des Nations unies sur les personnes atteintes de handicap, article 21, accès à l'information et article 19, vivre indépendamment et être inclus dans la communauté. Ce sont des choses qui sont enracinées dans cette convention. À vous, Mimi. Merci, Marie-Beth. Mimi, une question que je vous adresserai. Quand une solution virtuelle pourrait-elle être utile pour une personne atteinte de démence? Avant de répondre, j'aimerais souligner le jour des proches aidants et j'aimerais aider toutes ces personnes qui apportent leur aide à des gens dans la collectivité, mais également dans d'autres milieux. Ils sont aujourd'hui les héros, non seulement de la pandémie, mais les personnes qui ont besoin de soutien. Alors, la question est de savoir quand une solution virtuelle pourrait-elle aider à soutenir les soins de personnes atteintes de démence? Eh bien, la réponse est en dépit de ne pas avoir de cure pour la démence, il existe des solutions technologiques qui peuvent améliorer la qualité de vie et qui permettent d'aider les personnes atteintes de démence à quelque niveau que se trouve leur handicap cognitif. Et cela aide également leurs proches aidants. Il existe des solutions innovantes qui donnent une possibilité de diagnostic précoce et qui permettent aux adultes âgés et à leurs proches aidants d'envisager un avenir. Et ce que nous avons appris au fil de l'année écoulée, en raison de la COVID, c'est qu'il existe des solutions qui peuvent découler des soins virtuels. Or, il existe aussi des exemples de recherches réalisées avec des adjoints virtuels qui aident les gens à ne pas oublier les activités de la vie quotidienne tout en réduisant la charge sur les proches aidants. Par exemple, et je parlerai au nom de l'organisation que je connais le mieux, il existe Data Day, une nouvelle appli qui permet aux personnes atteintes de démence ou qui ont un handicap cognitif à se rappeler de bouger et qui notent d'ailleurs leur humeur. Il existe également Sam3 Hub. Les chercheurs travaillent avec des entreprises en démarrage, des multinationales et d'autres entreprises pour mettre au point des technologies intelligentes qui transforment nos résidences et les rendent plus adaptées. Un concept reconnu surtout en cette période de pandémie. Les personnes, et d'ailleurs c'est un autre élément de recherche réalisé et d'ailleurs mis en œuvre, concerne l'utilisation de capteurs dans les résidences pour aider les gens lorsqu'ils doivent se lever la nuit pour aller aux toilettes, lorsqu'ils doivent allumer la lumière, mais aussi envoyer un signal si la personne ne rentre pas à son lit et
procède plutôt vers la porte, de sorte que cela peut alerter le proche aidant. Il existe aussi des robots même qui peuvent rappeler à la personne atteinte de démence si elle est perdue ou même leur rappeler à domicile comment préparer un repas et leur rappeler diverses choses de la vie quotidienne. Alors la technologie d'aujourd'hui est souvent mise au point par l'entremise de la recherche et peut être commercialisée et diffusée, mise à l'échelle. Ce qui, à mon avis, est une excellente nouvelle. Mais rappelez-vous aussi qu'il ne faut jamais oublier que les solutions virtuelles et technologiques ne pourront jamais remplacer l'humain. Merci pour ces réflexions. Jasmira va maintenant présenter un aperçu du Centre canadien de la santé du cerveau et le vieillissement. Alors, j'aimerais mettre en exergue certaines choses qui rebondissent un peu sur ce que disait Mary Beth et Mary, c'est-à-dire l'importance de cerner des solutions qui correspondent le mieux aux besoins des personnes atteintes de démence. C'est ce que fait notre centre. Alors, nous sommes un accélérateur de solutions et notre objectif est d'identifier les innovations les plus prometteuses qui peuvent aider les gens tandis qu'ils vieillissent, les personnes atteintes de démence et leur communauté, afin qu'ils puissent avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Nous travaillons avec diverses parties prenantes. Nous faisons venir des innovateurs, des chercheurs, ainsi que des proches aidants et des personnes qui ont une expérience vécue de la démence. Nous les réunissons donc afin qu'ils puissent parler de leurs besoins et de leurs préférences, de sorte que les innovateurs puissent mettre au point des solutions qui correspondent directement à ces besoins. Ainsi, notre objectif est de véritablement améliorer l'écosystème de la santé afin d'améliorer l'accès et la prestation elle-même des soins, mais aussi les solutions de chez nous qui proviennent des communautés où les services sont prodigués. Cela peut être accéléré pour améliorer leur impact économique et social. Donc, ce sont les 3 domaines dans lesquels on se concentre à CABI. Et par l'entremise de nos programmes de financement et nos services d'accélération, nous aidons les innovateurs et les chercheurs qui ont ces idées, nous les aidons à concevoir et à mettre au point ces solutions. Mais pas seulement isolément. On leur demande de travailler avec les usagers finaux et les personnes qui ont une expérience vécue et les membres de la communauté. On leur demande d'obtenir leurs commentaires par rapport au concept de conception que l'on puisse ensuite affiner dans les milieux de soins avec des prestataires de soins, chez qui on va chercher une rétroaction. Et notre objectif est de veiller à ce que les innovations les plus prometteuses soient ensuite mises en œuvre et mises à l'échelle afin que leur adoption soit la plus large possible. Et nous le faisons dans une communauté d'innovation. Nous réunissons les innovateurs, les organismes de prestation, les membres de la communauté, les usagers finaux et les partenaires stratégiques, dont ESC. Quels sont nos domaines d'intérêt? Eh bien, ils sont très similaires à ceux évoqués par Mimi. Il s'agit d'aider les personnes à avoir accès à des solutions qui puissent les aider à maintenir une santé cognitive, à vieillir dans le milieu de leur choix. Pas seulement vieillir d'ailleurs, mais vivre bien. Également aider les proches aidants et donner un accès à la coordination des soins, ainsi que des solutions qui puissent aider les communautés rurales et autochtones. Alors, lorsqu'on avait ces conversations avec Excellence en Santé Canada et les partenaires qui ont été évoqués un peu plus tôt, une des choses qu'on a voulu faire par l'entremise de notre travail à Akabi, c'est d'identifier les innovations les plus prometteuses. Et lorsqu'on parle d'innovation, il peut s'agir d'un produit, d'une pratique, d'un programme ou d'un service. Et il s'agit pour nous de veiller à ce que ces solutions traitent directement des thèmes qui étaient évoqués dans la série des soins et soutiens communautaires liés à la démence.
Alors, des choses qui aident à la santé cognitive, la coordination des soins et l'orientation dans le système. Vous allez en entendre parler, vous allez avoir deux exemples de ces solutions dans un instant. Or, un des axes centraux de nos travaux vise à assurer la mise à l'échelle des innovations les plus prometteuses. En plus de savoir quelles sont les solutions préférables, comment peut-on accélérer leur diffusion dans diverses collectivités, divers organismes, diverses provinces partout au Canada. Notre objectif a toujours été non seulement de diffuser les solutions dans notre grand réseau de partenaires, mais on cherche toujours à travailler avec des partenaires stratégiques pour identifier, par exemple, si une solution travaille dans une province, comment l'exporter dans d'autres milieux. C'est effectivement un axe important pour nos travaux. S'agissant des organismes et des communautés eux-mêmes, comment assurer leur réceptivité qui doit être mobilisée pour que ces solutions ne restent pas sur une tablette, mais qu'elles puissent être mises en œuvre concrètement dans le milieu. C'est un point central pour nous et c'est grâce au partage de nos apprentissages comme des occasions comme celle-ci lorsqu'on réunit des innovateurs, des chercheurs, des partenaires et qu'on a ce type de conversation, c'est formidable. Car si quelque chose fonctionne, on veut savoir de quoi il s'agit et on veut surtout savoir comment diffuser, mettre à l'échelle ces innovations de sorte que les personnes qui en ont plus besoin y aient accès. Alors, c'était quelques mots sur Kaby. Si vous êtes intéressé d'en savoir davantage, envoyez-moi un courriel, consultez notre site web et sur ce, je vais céder la parole à nos innovateurs. Merci, Shusmita. À présent, je vais céder la parole à Jonathan Davis qui nous présentera Trualta. Merci, Jessica. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis Jonathan Davis, fondateur de Trualta. Nous sommes un organe de formation des proches aidants, surtout les proches aidants qui s'occupent de quelqu'un atteint d'un déclin cognitif et de démence. Nous sommes financés par divers organes, dont CABI. On entend surtout des expressions variables par rapport aux proches aidants. On parle de proches aidants, d'aidants naturels, enfin, il y a toutes sortes, même de soignants, il y a toutes sortes de titres interchangeables, mais sachant qu'il s'agit pour nous d'un proche qui s'occupe d'une personne atteinte de démence. Alors, dans ce cas-ci, on parle de quelqu'un qui est un soignant informel. Alors, tout le monde ici connaît sans doute le contexte. Les proches aidants ont besoin de plus de soutien. Ça fait des années qu'on en parle et nous voulons vivement trouver des solutions. Alors, quelques exemples récents. En 2019, l'Agence de santé publique du Canada a publié une nouvelle stratégie sur la démence en se concentrant entre autres dans un de ces éléments sur la qualité de vie des proches aidants. On voulait que tous les proches aidants aient accès aux ressources et au soutien nécessaires pour protéger leur bien-être et prendre en soin une personne atteinte de démence, notamment les équiper pour naviguer le système et s'y retrouver dans les systèmes de soutien. Ensuite, le Airlist de Champlain voulait réduire l'épuisement chez les proches aidants. Donc, nous connaissons bien ce problème. Je vais vous dire quelques mots sur Trualta. Nous sommes un programme unique qui enseigne aux proches à fournir des soins à domicile. Nous avons adapté une formation professionnelle pour les personnes non professionnelles. Cette formation est faite par l'entremise d'un système interactif adapté au public qui permet de mobiliser les familles davantage. Et on se concentre beaucoup sur la recherche. En partenariat avec CABI, nous voulons prouver aux parties prenantes qu'un proche aidant bien formé et confiant peut en fait épargner des coûts au système et prolonger la vie de la personne atteinte de démence à la maison. L'objectif de notre entreprise est d'aider les parties prenantes à comprendre la valeur vraiment de, si vous voulez, faire un plan de rentabilisation pour prouver que l'investissement de le soutien auprès des proches aidants améliore les résultats et réduit les coûts. Nous pourrons augmenter l'accès et la disponibilité au soutien pour les proches aidants. Nous devons prouver que le soutien auprès des familles n'est pas facultatif, c'est absolument nécessaire avec une population vieillissante. Et CABI est un partenaire formidable qui nous aide à prouver cet argument. Quelques mots à présent sur les thèmes qu'on aborde dans notre portail.
nous concentrons sur beaucoup des thèmes qui ont été évoqués par Marie-Beth. Par exemple, les travailleurs sociaux et les ergothérapeutes aident les proches aidants et les personnes atteintes de démence à mieux vivre chez eux. Et nous entrons en partenariat avec des gouvernements de partout au Canada et aux États-Unis. True Alta est donc offert à la personne par l'entremise d'un coordonnateur de soins de travailleur social grâce à une visite à domicile ou une rencontre à distance. Et nous offrons toutes sortes de modules d'enseignement de 5 minutes à 2 heures dans divers modes. Et comme je le disais, grâce à une validation clinique et des recherches, notamment grâce au financement du CAVI, nous démontrons la rentabilité du soutien aux proches aidants. Nous avons actuellement des clients en Ontario et dans 21 États américains qui se servent de Trualta pour aider les proches aidants. Je souhaitais parler de la co-conception. On ne parle pas souvent de cela. Il s'agit de quelque chose qui est très important pour notre intervention. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une fois et qu'on a arrêté de faire. Notre équipe de développement de produits discute au moins avec un proche aidant tous les jours dans notre processus de co-conception. Alors, notre processus de découverte comprend des entretiens avec les proches aidants pour mieux comprendre leurs besoins. On structure ces processus grâce à de l'imagerie, comme vous le voyez. Et donc, des gens qui nous disent « je suis épuisé », etc. Et on crée des babillards qui permettent d'établir de nouveaux modules pour notre plateforme d'apprentissage. On fait également des essais de prototypes auprès des proches aidants pour leur présenter des écrans et voir comment ils interagissent avec la plateforme pour veiller à ce qu'ils puissent trouver ce dont ils ont besoin et qu'on offre le contenu qu'ils cherchent au bon moment. Pour dire quelques mots sur la recherche et la validation clinique que nous faisons pour accélérer l'adoption et améliorer l'utilisation du portail, il y a beaucoup de statistiques ici, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on travaille avec le CABI pour montrer que notre solution fonctionne. On l'a fait aussi en partenariat avec l'Université de la Floride. Ici, on a fait appel à 60 proches aidants pendant une période de 30 jours et pendant une période d'isolement en raison de la pandémie. Ces familles ont participé à plus de 33 activités d'apprentissage, au total 8 heures sur la plateforme, et ils ont signalé une diminution à la fois de la gravité et de la détresse des symptômes comportementaux associés à la détresse, comme l'apathie, la communication, et le comportement de déambulation et ainsi de suite. Ils ont aussi signalé une augmentation de 30% du sentiment d'accomplissement des proches aidants. C'est ce qui est important pour nos clients et pour nos partenaires. Cette publication est en cours d'évaluation par des pairs et dans quelques mois, vous devriez la voir dans un journal scientifique quelconque. Alors, pour dire quelques mots sur notre groupe, nous essayons d'offrir le plus possible de formation aux proches aidants. Moi, j'ai commencé Trualta à avoir investi dans l'éducation en santé, avoir compris qu'il y avait énormément de contenu et de méthodologies qui aidaient les gens à vieillir chez eux et pour aider les personnes atteintes de démence. Or, ce contenu n'était pas disponible pour les familles qui en avaient le plus besoin. Donc, notre produit, notre équipe d'exploitation comprend des experts en contenu numérique, des conceptualisateurs éducatifs qui se servent d'une formation professionnelle et qui la reformatent pour les membres des familles. Nous avons beaucoup de professionnels comme des ergothérapeutes, des infirmières, des travailleurs sociaux qui rédigent le contenu et gèrent les priorités de recherche. Et nous avons une relation très étroite aussi avec le CABI, mais aussi avec l'Université de Toronto, l'Université d'Ottawa et le programme numérique de Algonquin. D'ailleurs, bon nombre de notre équipe proviennent de ces superbes établissements d'enseignement. Merci beaucoup de m'avoir permis de dire quelques mots sur Trualta. Mes coordonnées sont à l'écran si jamais vous avez des questions de suivi, que vous cherchez davantage d'informations. Nous sommes toujours à la recherche de plus de partenaires. Merci. Merci, Jonathan. À présent, nous allons vous demander de répondre à quelques questions par rapport à la communication. Avant ce webinaire, connaissez-vous Trualta, oui ou non? Et j'en sais plus sur Trualta qu'avant de participer à ce webinaire. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord ou fortement en désaccord. Nous vous invitons aussi à saisir vos observations dans la boîte de clavardage et nous y répondrons sous peu.
À présent, je vais céder la parole à Paul, qui dira quelques mots sur l'hôpital virtuel, l'hôpital sans bâtiment, de l'île du Prince-Édouard. Merci Jessica, très heureux d'être présent aujourd'hui. Merci de cette occasion de partager quelques mots sur notre hôpital virtuel. Alors, pour vous donner un peu de contexte, le programme d'hôpital virtuel est financé par l'entremise du CABI. Et nous avons beaucoup de chance car nous pensons que ce type d'innovation dans cette île du Prince-Édouard aurait été très difficile sans avoir le soutien du CABI. Alors, je vais le souligner à quelques reprises dans le cadre de cet exposé. Le CABI finance les innovations partout au Canada qui améliorent les soins aux personnes âgées, les soutiens aux proches aidants, les soutiens en région rurale, la coordination des soins et l'orientation dans le système, ce qui s'aligne bien sur ce projet. Et nous avons eu beaucoup de chance en 2019 de recevoir une des 50 bourses Spark de CABI, de sorte que nous avons pu faire avancer notre projet. Alors, essentiellement, notre hôpital virtuel fait fond sur le concept d'un hôpital sans bâtiment. C'est-à-dire qu'on voulait se servir de la technologie afin d'avoir une équipe hospitalière qui soit mise en contact avec des patients et leurs proches aidants dans la collectivité. C'était une collaboration très intéressante entre le système hospitalier, les prestataires de soins primaires et l'équipe provinciale de gériatrie. Nous avons mis au point un modèle de programme en nous servant de technologies du suivi des patients déjà en place dans la province, en se concentrant surtout sur les malades cardiaques et les personnes atteintes de MPOC. Mais dans ce cas-ci, on voulait que le patient et les proches aidants puissent rester en contact avec l'équipe clinique. Cette équipe, pour nous, comme point de départ, était constituée d'une infirmière praticienne et d'un médecin qui gérait le patient à distance, car le patient et son proche aidant restaient dans le foyer. L'infirmière de l'hôpital était la personne ressource pour le patient et intervenait rapidement au besoin. Alors, la population cible, nous cherchions surtout à aider les personnes âgées. Il fallait être résident de l'île du Prince-Édouard et avoir une certaine capacité cellulaire et Internet. On leur demandait qu'ils soient affiliés, soit pour l'entremise d'un médecin de soins primaires ou une infirmière praticienne. Ils devaient se trouver dans une région rurale et ils ne devaient pas être affiliés à un autre service provincial. On ne voulait pas faire double emploi. On ciblait une population qui était en perte d'autonomie, c'est-à-dire qui atteignait 4 ou plus sur une échelle de fragilité. Point de vue trouble cognitif, s'il n'y avait pas de trouble cognitif, cette personne pouvait être admise, mais si elle avait un trouble cognitif, il fallait veiller à ce qu'elle ait un proche aidant à la maison. Alors, le projet lui-même était un essai conceptuel. On a pu inscrire 8 patients au projet, âgés de la mi-soixantaine à 88 ans, donc de 66 à 88 ans. Et les objectifs, enfin, on en avait 3. D'abord, tâcher d'explorer l'application innovante de la technologie de surveillance des patients à distance, soit soutien à une partie des personnes âgées ou en perte d'autonomie, marginalisées, qui sont des grands utilisateurs du système. C'est-à-dire que si on avait la capacité d'aider, de coordonner des interventions rapides, lorsque le patient en avait besoin, on pourrait réduire les visites aux urgences, les consultations en soins primaires et éventuellement les admissions à l'hôpital. Ensuite, on cherchait à améliorer la qualité de vie et la qualité de l'expérience des patients grâce à une meilleure coordination et des soins plus compatissants pour les patients et leurs proches aidants. Et ça, c'était un axe important du concept. On voulait très simplement déterminer s'il était possible de se servir d'une technologie pour faire améliorer cette situation. Lorsqu'on a regardé l'évaluation, on a
demandé à notre équipe de s'y pencher, mais essentiellement, on avait suffisamment de, de ressources pour avoir un patient proche ressource qui était à la fois client d'un programme de suivi à distance, mais qui était également proche aidant pour une personne qui avait été également liée à ce genre de technologie. Et c'était quelqu'un qui s'occupait aussi d'un proche atteint de démence précoce. Et donc, nous avons pu faire appel aux lumières de cette personne pour nous aider à éclairer le projet, ainsi que notre évaluation. Alors, du point de vue de l'utilisation du système, nous voulions identifier si moins de ressources étaient utilisées pendant le programme pilote. On cherchait aussi à évaluer l'efficacité clinique. On voulait savoir si l'hôpital virtuel connaissait mieux leur état de santé. Est-ce qu'ils étaient capables de mieux gérer leur état de santé? Et quelles étaient les améliorations, le cas échéant, dans la qualité de vie? Et du point de vue de la qualité et de l'accès aux soins, nous cherchions à comprendre quelle était la satisfaction des patients de l'hôpital virtuel ainsi que les proches aidants, mais aussi le personnel. Alors, quelques diapositives rapides sur les données, sur le plan de l'utilisation du système. Alors, on a examiné les changements pour les visites aux urgences évitables suite à la mise en place du programme d'hôpital virtuel. On a constaté une diminution importante, ce qui était une excellente nouvelle. Et lorsqu'on a examiné les changements sur le plan de l'accès aux soins primaires, on a aussi constaté une diminution assez importante dans l'accès aux consultations cliniques. J'en dirai quelques mots d'ailleurs un peu plus loin. Et ici, il est question des changements dans les hospitalisations avant et après le programme et on constate une diminution des taux d'admission. Je sais qu'il s'agit d'un tout petit échantillon, mais cela dit, cela nous a quand même donné une indication claire à l'effet qu'il y avait des possibilités. Globalement, on a constaté une diminution d'environ 60% de visites aux urgences, diminution de 47% des consultations en cycle primaire, une diminution de 60% des hospitalisations. Donc, très certainement, des indicateurs positifs sur l'utilisation des services. Lorsqu'on examine d'autres questions importantes, pour cet outil-ci, on s'est servi du système de questionnaire d'inforoute santé. On s'en est déjà servi pour d'autres programmes SDP et on voulait être étroitement aligné à ce qui avait déjà été fait pour garantir que l'information était comparable. Donc, lorsqu'on examine les aspects positifs, c'est-à-dire je comprends mieux mon état de santé, la gestion de son état de santé et à savoir si ce programme avait amélioré la qualité de vie, on a constaté des résultats positifs. Lorsqu'on regarde la satisfaction des patients, une bonne satisfaction, bon degré de satisfaction avec la qualité des services reçus, l'enseignement, l'encadrement, mais aussi avec les progrès constatés, ce qui était formidable. Lorsqu'il a été question de désinscrire certains des patients, on espérait pouvoir constater une continuation de leurs bons résultats. Et ensuite, du point de vue des proches aidants, grosso modo, ils étaient très d'accord que le soutien du programme était très bien, que l'équipement était facile à utiliser. Ils n'avaient aucune inquiétude par rapport à la protection de leur renseignement personnel. Une chose qui nous a beaucoup intéressés lorsqu'on a organisé des groupes de discussion, c'est que nous avions très peu de connaissances par rapport à l'importance du lien entre l'équipe hospitalière et les patients, mais aussi les proches aidants. Dans le sens que les premiers jours, nous prévoyons d'avoir une prise de contact tous les jours. Mais finalement, on nous contactait 6-7 fois par jour.
Donc, c'était une nouvelle courroie de transmission dans le système. Je pense que c'était un appel à l'aide. Il y avait un besoin important et je pense que c'est parce qu'il se fait beaucoup de visites évitables au service d'urgence ainsi qu'au cabinet du médecin. Et on a constaté qu'on nous appelait après un moment de... On est passé de 6 fois à une fois et éventuellement, on nous appelait qu'une fois tous les quelques jours. Une fois qu'ils avaient un lien de confiance avec le système, ils se sentaient rassérénés. Ils avaient l'impression d'avoir du soutien au bout du fil, ce qui était vraiment important pour nous comme pour eux. Alors, s'agissant des prochaines étapes, nous sommes vraiment emballés par l'expansion éventuelle du programme. On est en train d'évaluer les critères d'admissibilité, d'inclusion et d'exclusion et l'élargissement de ces critères pour pouvoir offrir le service à plus de clients et de familles. On cherche à augmenter la capacité, comme je disais. On a récemment donné leur congé à des patients et des familles. On a mis de nouvelles familles, de nouveaux patients dans le programme et on ajoute aussi plus de capacité dans le programme. On pense qu'on on est embarqué dans une excellente direction et donc on veut doubler ou tripler la capacité qu'on a dans le programme et éventuellement on veut diffuser le programme. Pour le moment, on est en conversation avec un centre urbain pour voir s'il n'est pas possible d'aider certains de leurs clients qui correspondraient bien au programme. Et vous savez, c'est assez ironique qu'un programme rural puisse aider une grande instance urbaine. Et du point de vue de la collaboration clinique, on discute avec toutes sortes de partenaires pour voir comment l'équipe clinique pourrait élargir son réseau. Et enfin, on cherche aussi du financement auprès d'Inforo de santé du Canada. Alors, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir pu compter sur CABI. Santé du Prince-Édouard est vraiment heureuse de ces résultats et vraiment emballée de pouvoir faire fond sur les résultats constatés jusqu'à présent et éventuellement élargir le programme à l'échelle de la province. Merci pour cette occasion. Merci de nous donner l'occasion de partager notre projet, nos réflexions avec vous. Merci, Paul. À présent, nous vous demandons de répondre à quelques questions sur cette communication. Avant ce webinaire, connaissez-vous Virtual Hospital de Santé du Prince-Édouard? Oui ou non? Et j'en sais plus sur Virtual Hospital, Santé du Prince-Édouard, qu'avant de participer à ce webinaire. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. Nous vous invitons aussi à saisir vos questions et merci aux personnes d'ailleurs qui ont déjà inscrit quelque chose dans la boîte de clavardage. Nous y viendrons dans un moment. J'aimerais à présent céder la parole à Marie-Beth et Mimi qui vont partager quelques réflexions par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Merci Jessica. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais donc être bref. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me suis présentée aujourd'hui en disant que je me sentais déconnectée et j'étais très heureuse d'entendre comment ces innovations visent à mieux connecter les gens, les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Et les autres choses que j'ai trouvées très intéressantes et importantes, c'est la compréhension de ce qu'est une adoption à vaste échelle, de veiller à ce qu'on respecte certains critères. J'ai beaucoup aimé les expressions analyse de rentabilisation, co-conception. La co-conception devrait être au cœur de tout ce que l'on fait. Et enfin, qualité de vie avec Paul aussi. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit. Je me réjouis de voir là où nous mènera la conversation. Mimi, à vous. Merci Marie-Beth. Et bon, on a eu 2 excellentes communications. Merci au CABI pour son soutien auprès de ces innovations. Je serai brève car je sais qu'il y a énormément de questions. Je dirais simplement, Paul, qu'il y a une excellente occasion non seulement de diffuser et de mettre à l'échelle au sein de votre province, mais
comment vos apprentissages pourraient être diffusés et mis à l'échelle dans des environnements similaires, c'est-à-dire milieux ruraux, d'autres parties du Canada. Et l'occasion de prendre vos apprentissages, de les diffuser, de les mettre à l'échelle dans le cadre de ce qu'on tâche de faire grâce à ces webinaires d'ailleurs. Et pour ce qui concerne la formation, de nouveau, d'excellentes idées, une occasion de diffusion et de mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut rendre l'information publique. Et je dirais au CABI qu'il y a la possibilité aussi de créer une tribune de partage d'informations pour qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre afin que le plus grand nombre puisse adapter et adopter ces innovations. Alors, merci au CABI et aux deux innovateurs. Sur ce, je cède la parole à Jessica. Merci Marie-Beth et Mimi pour vos réflexions. Nous avons reçu quelques questions dans la boîte de clavardage. La première question s'adresse à Jonathan. Est-ce que Trualta aide les proches aidants de patients atteints d'une démence avancée? Oui, absolument. En essayant de personnaliser l'apprentissage, on essaie de comprendre l'état du patient. Donc, il faut répondre à quelques questions par rapport au déclin cognitif. C'est ce qui nous permet ensuite d'adapter le contenu. Donc, on part de la compréhension de la santé du cerveau. On ne se sert même pas du mot démence car ça peut être un peu effrayant. Vous avez l'impression d'être déconnecté, comme le disait Mary Beth. Mais dans les stades plus avancés, on donne aux proches aidants une formation de niveau un peu plus professionnel et des vidéos qui offrent un contenu qui est déjà transmis, par exemple, aux infirmières ou préposés aux bénéficiaires. Donc ça, c'est pour les proches aidants qui sont aux prises avec un proche qui serait atteint d'une démence plus avancée. La prochaine question s'adressait à Paul. Combien de personnes avez-vous aidé dans le programme? Et vous avez répondu 8. Ensuite, avez-vous eu accès à des imageries et des diagnostics de laboratoire? Oui, ce qui est formidable, c'est que grâce à l'infirmière de l'hôpital virtuel, on a pu travailler en collaboration avec une infirmière praticienne qui était le lien direct, ainsi qu'un médecin qui nous était rendu disponible. Donc, selon les besoins ou le plan d'action, selon l'information que voyait l'infirmière ou selon une conversation avec le patient ou son proche aidant, on pouvait identifier un plan et dans bien des cas, si ça pouvait être atténué grâce à des conversations, c'était rapidement fait. On avait un rendez-vous rapidement, soit avec une infirmière de l'hôpital virtuel, ou on pouvait organiser une consultation virtuelle avec l'infirmière praticienne. Et donc, on pouvait commander des tests assez rapidement. Ce qui était important pour nous, c'est qu'on s'attendait à ce que les visites aux urgences et les visites en soins primaires diminuent. Et donc, on espérait que les visites effectives soient plus pertinentes. Et c'est ce qu'on a constaté. Certaines des visites étaient déjà prises à l'avance. Donc, selon le besoin, on avait des processus et des plans d'action disponibles pour aider les clients, les patients et leurs proches aidants. Merci, Paul. Une autre question est, avez-vous des données sur la durée de séjour pour les personnes qui se sont rendues aux urgences? Oui, je peux obtenir ces données. Cela dit, je ne les ai pas à portée de main. Or, c'est quelque chose que je pourrais obtenir. Merci. Alors, nous allons l'inclure dans le synopsis que nous produirons après le webinaire. Une autre question qui s'adresse à Jonathan. Avez-vous une liste des modules d'apprentissage que vous fournissez? Oui, absolument. Nous avons une liste et nous pourrons partager cette information dans les documents de suivi aussi. Je dirais globalement, bon, c'est une bibliothèque qui change constamment. On rajoute des modules tous les mois. Les grandes catégories sont santé cérébrale, prévention des blessures, état chronique, ludothérapie. Enfin, ils sont nombreux, mais on pourra vous donner tout cela ultérieurement.
Merci. Paul, une autre question pour vous. Pouvez-vous dire quelques mots sur vos trousses? Appareils biométriques, tablettes, téléphones? Oui, alors dans nos trousses, nous avons des appareils pour mesurer la tension artérielle, une balance, le rythme cardiaque. Et nous avons aussi des questionnaires préconçus auxquels on doit répondre tous les matins. Bon, soit le patient lui-même ou son proche aidant y répondait. Et la tablette pouvait aussi, bien qu'on n'a pas fait de vidéoconférence avec les infirmières, c'était disponible suite à une mise à niveau récente. Donc, on est vraiment emballé avec notre partenaire technologique de pouvoir dévoiler de nouveaux outils, des outils qui sont maintenant disponibles et qui ne l'étaient pas dans le passé. Comme Mimi le disait, nous sommes en conversation aussi avec une entreprise innovante qui a une technologie à base de capteurs. Donc, on va rajouter d'autres éléments que l'on pourra rajouter au programme pour offrir un soutien plus complet et qui nous donnera davantage d'informations. C'est un domaine qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire identifier des moyens créatifs d'utiliser la technologie et d'utiliser des algorithmes qui nous permettraient d'avoir de l'information dont on ne dispose pas pour le moment. C'est vraiment emballant pour nous. C'est ce qui nous permet d'élargir le programme et on le voit directement grâce à la collaboration clinique, mais aussi l'application de nouvelles technologies. C'est un des éléments les plus fascinants de l'expansion de ce programme. Merci. Pouvez-vous nous donner les mesures de résultats pour la qualité de vie et la satisfaction que vous avez utilisées? Oui, absolument. Je pourrais peut-être vous envoyer cette information pour votre synopsis. Oui, merci. Pensez-vous que ce sera utile pour les personnes précarisées qui n'ont pas de proche aidant, sauf peut-être un préposé aux bénéficiaires qui viennent les aider de manière routinière? Oui, mais je pense qu'avec l'évolution de la technologie et sa convivialité, on sait qu'avec cette technologie, par exemple, dans le programme, on était un peu limité, c'est-à-dire qu'on voulait se servir d'un programme existant qu'on avait dans la province pour assurer la continuité de la technologie. Mais étant dit qu'on est en conversation avec d'autres partenaires de l'industrie, il y a des outils très conviviaux qui pourraient réunir cette information. Et plutôt que d'avoir 3 à 4 appareils périphériques, on pourrait n'avoir qu'un seul appareil qui puisse s'acquitter de toutes ces fonctions qui nous intéressent. Alors, je pense que, de nouveau, en se servant d'une combinaison de soutien clinique, il y a des occasions emballantes de voir comment on pourra mettre la technologie à profit pour élargir notre base de clients, mais aussi les proches aidants. Pour les personnes isolées, c'est justement une des raisons pour lesquelles on s'est penché sur l'hôpital virtuel et qu'on a accéléré le programme pour le lancer en pleine période de COVID pour vraiment s'occuper de ces personnes les plus vulnérables. C'est certainement un écart que l'on constate et que l'on souhaite servir beaucoup mieux, de sorte qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Formidable, merci. Et une autre question concernant le modèle de financement. Le financement pour l'hôpital virtuel est-il pris en charge par l'autorité sanitaire ou la province? Pas encore. On a eu beaucoup de chance. L'île du Prince-Édouard a reçu un don du gouvernement fédéral, environ 3,5 millions pour la santé numérique et les soins à distance. Donc, il y a des possibilités qui nous sont accordées grâce à ces montants. Ceci correspond, si vous voulez, à une initiative plus générale, une stratégie plus générale de soins virtuels qui existait déjà dans la province, mais beaucoup de travail est déjà fait. Il y a des conversations par rapport à l'intégration de l'hôpital virtuel dans cette stratégie pour l'avenir. Pour le moment, nous réagissons assez vite pour essayer de trouver des moyens créatifs
d'élargir notre empreinte et on veut se servir de ces nouvelles sources de financement. Mais il y a des conversations pour déterminer comment ça s'inscrira dans les budgets provinciaux à l'avenir. Merci. Et j'ai reçu une question pour Shusmita. Offrez-vous une formation aux proches aidants concernant les compétences en matière de défense d'intérêt ou de plaidoirie? D'ailleurs, justement, Kaby vient de lancer sa plateforme LEAP qui réunit des personnes âgées, des personnes qui ont une expérience vécue et leurs proches aidants. Et un des objectifs de cette plateforme est d'aider les proches aidants et les personnes avec une expérience vécue à participer à la conception des solutions. Je vais l'indiquer dans la boîte de clavardage, mais effectivement, ça fait partie des services que nous avons maintenant consentis grâce à une expansion récente. On a toujours fait venir les adultes âgés dans nos conversations, mais maintenant, on essaie d'avoir une plateforme virtuelle qui nous permettra d'avoir accès à beaucoup de proches aidants avec des expériences très diversifiées. Excellente question. Merci, Shusmita. Alors, nous allons l'inclure aussi dans le synopsis. Je vois que Jonathan a mis ses coordonnées dans la boîte de clavardage, donc ce sera aussi inclus dans le synopsis. Et voilà pour toutes les questions que nous avons reçues aujourd'hui. Donc, à présent, je souhaite remercier Shusmita, Jonathan et Paul pour leur communication aujourd'hui. Je souhaite aussi remercier Mary Beth et Mimi pour leurs réflexions et leurs observations. Merci aux productrices et à l'interprète pour leurs efforts. Et enfin, merci à vous, les participants, d'avoir été des nôtres. À présent, je vais lire quelques questions visant à améliorer la qualité des webinaires à l'avenir. Dans l'ensemble, j'étais satisfait de la façon dont j'ai pu participer activement à ce webinaire. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma participation au webinaire. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord et pas du tout d'accord. Si vous avez des questions, des observations pour améliorer le contenu de ces webinaires, ajoutez-les dans la boîte de clavardage. De nouveau, merci à vous tous et nous nous réjouissons de vous retrouver lors du prochain webinaire de cette série le 4 mai prochain. Merci, passez une excellente fin de journée.